Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires. Vous le savez, depuis les annonces du président de la République, un certain nombre de métropoles en France sont entrées dans le couvre-feu. Je rappelle les villes concernées. D'abord les villes de l'Île-de-France, Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Étienne. Naturellement, bon nombre de ces villes étaient déjà en zone de vigilance écarlate, ce qui avait entraîné de nombreuses mesures drastiques, vous le savez, pour contrer le retour de cette deuxième vague. Fermeture des bars, bien sûr, des gymnases, des salles de sport. Alors, comment vit-on la situation dans ces villes concernées, notamment Montpellier et Toulouse? Eh bien, via Occitanie, nos confrères sur place sont allés voir. Regardez. Dernier toast en terrasse ensemble. Ici à Montpellier, l'alerte rouge maximale a été décrétée pour l'ensemble de la métropole et 7 autres communes aux alentours. De nouvelles mesures restrictives ont été annoncées par l'État pour faire baisser le taux d'incidence de la Covid-19, dont la fermeture des bars pour 2 semaines. Ça saoule un peu, parce qu'on ne se disait pas que ça allait refermer en octobre. Alors que les cours, la fac, le travail, les transports, ça reste ouvert en fait. Du coup, on fera plus d'apéro à la maison ou peut-être de restaurant. Une mesure qui n'est pas très comprise non plus par ce responsable de bar, lui qui possède 3 établissements avec une année compliquée financièrement. On subit. Première fermeture, ensuite interdiction de fermer à 2h, ensuite interdiction de fermer à 1h et maintenant interdiction totale d'ouvrir. Donc voilà, on subit, on espère que l'État va nous aider. S'il existe déjà les aides de l'État, des aides supplémentaires sont accordées aux communes de Montpellier Méditerranée Métropole touchées par ces mesures. Le maire de Montpellier et président de la métropole dit ne pas minorer la situation sociale et sanitaire. Aide de loyer, prêt à taux zéro, mise en place de dispositifs autres d'accompagnement, je pense aux salles de cinéma, aux lieux culturels, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas trop impactés. Mais la fermeture des bars est-elle réellement nécessaire pour éviter toute contamination? Non, répond le président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Boudinck. Son secteur est lui aussi concerné. Ma conviction, c'est ça, depuis le départ, c'est que c'est dans la sphère privée que le virus se propage pour l'essentiel. Voilà. La plupart de ces professionnels sont des gens sérieux. Voilà, si vous souhaitez aller au restaurant dans ces zones concernées, eh bien, il vous faut y aller avant 21h et vous soumettre à un protocole extrêmement strict. Direction la Loire, à Andrézieux-Bouthéon. La commune fait partie de la métropole stéphanoise concernée par ce couvre-feu. Les journalistes de TL7 sont allés à la rencontre d'un restaurateur pour tester avec lui le nouveau protocole sanitaire version alerte maximale. Regardez. Il n'y a pas foule ce midi dans ce restaurant d'Andrézieux-Bouthéon qui peut pourtant accueillir jusqu'à 132 clients. La crise sanitaire et les nouvelles mesures pour y faire face n'y sont peut-être pas étrangères. Sur la partie bar, on a moins 100% et sur la partie restauration, on a de l'ordre de moins 30% sur le comparable de l'année dernière. Car depuis samedi, les règles sont plus strictes. Fini les grandes tables et le service au bar. Les contrôles, eux, sont de plus en plus réguliers. Il y en a déjà eu 2 samedi et 1 hier. Il y a 2 affichages, le premier qui concerne l'enregistrement à l'ARS, comme on le verra, et aussi et surtout, j'ai envie de dire en priorité, le CABIS, qui stipule qu'on ait bien une activité de restauration traditionnelle. C'est un des points que, par exemple, ce week-end, les services de gendarmerie ont contrôlé en priorité, mais stipule bien qu'on est restaurant et pas boîte de nuit et pas bar, par exemple, dans quel cas on serait obligé de fermer. Il y a également 2 informations importantes. La capacité de la salle, ici 132 personnes seront accueillies au maximum, et puis un QR code juste au-dessus, c'est en fait le fameux cahier de relance qui sera envoyé à l'ARS en cas de Covid parmi les clients. Et bien les autres qui seront cas contact seront donc rappelés et leurs données sont sécurisées dans un délai de 14 jours. Ensuite, elles sont automatiquement détruites. C'est donc pour sécuriser les données de ses clients que le Ninkasi a privilégié cette solution, rassurant et pas forcément intrusif selon ce client. Ça ne me gêne pas, c'est même utile en fait. Surtout que nous on est artisans, donc automatiquement si on est cas contact, il faut qu'on sache assez rapidement. Et en cuisine aussi, les habitudes ont évolué. On ne se croise plus. Alors mon collègue s'occupe du montage des salades et des burgers du côté des saladettes. Et moi je m'occupe de lancer tout ce qui est viande, cuisson en friteuse. Et j'envoie, quand il a fini ses burgers, j'envoie les plats, je mets les frites dans les assiettes et j'envoie. Un service de vente à emporter a également été développé avec cette crise. Ces 2 clients ont opté pour cette solution ce midi. C'était plus simple, plus rapide et puis effectivement on évite d'avoir des contacts avec les gens. Du coup
c'est plutôt cool en cette période-là. Puis enfin voilà, d'ici quelques semaines, ça sera, je pense, voilà, on reviendra avec plaisir. Et notez que le Ninkasi livre aussi dans un rayon de 20 km autour d'Andrézieux-Boutéon. Voilà, le couvre-feu va bien entendu impacter énormément les milieux culturels et les salles de spectacle. La vie de ces salles était déjà très compliquée par la crise du Covid-19. Exemple en Moselle, vous allez le voir, la salle de concert Le Gueulard Plus de Nilvange est à l'arrêt presque total. Ces équipes ont à cœur de repenser son projet culturel afin de continuer bien sûr à soutenir artistes et techniciens. Un reportage de Gaël Tiss pour Via Moselle TV sur place, regardez. Sur des notes de jazz et dans une atmosphère intimiste, la scène du Gueulard Plus de Nilvange reprend vie. Pour ce premier concert de la saison, l'Eurojazzpot Quartet se produit avec une invitée de renom, la saxophoniste Lisa Cadbero. On a communiqué entre nous avant, on s'est envoyé les partitions de la musique et on a 2 jours pour préparer un concert. Chaque instrumentiste a proposé à l'ensemble d'interpréter 2 compositions personnelles, un défi artistique, mais aussi un beau moment de retrouvailles. Déjà, moi je me réjouis parce j'ai retrouvé mes collègues pour jouer en fait, parce que ça devient rare. Et puis l'échange avec le public, ça va être quelque chose de plus, je dirais, plus magique que d'habitude. Car la crise sanitaire continue d'impacter la scène culturelle. En raison de la Covid, le pianiste allemand qui n'a pas pu passer la frontière a dû être remplacé en dernière minute. Quant au Gueulard Plus, il a dû revoir sa programmation pour s'adapter au nouveau protocole. La fosse qui accueille habituellement 360 spectateurs voit sa jauge passer à 150 places assises. Alors le style musical du lieu a dû être repensé. Forcément, on surprend un peu plus le public qu'on a habituellement, qui est un public de métal, de punk, de rock. Donc, normalement, il y a de la sueur, il y a des pogos, donc là, forcément, il va falloir s'adapter à tout ça. Donc cette 7e saison sera fortement marquée par du jazz. Du jazz, de la musique du monde, mais aussi 3 concerts jeunes publics rythmeront la saison jusqu'au mois de décembre. Et faute de pouvoir assurer la venue d'artistes internationaux, la salle a choisi de soutenir plus encore la production artistique locale. Cette artiste-là, par exemple, était en résidence de création début septembre. Donc grâce à cette résidence, elle va pouvoir nous présenter un spectacle le 21 novembre. Malgré les subventions publiques et les mesures de chômage partiel, faute de billetterie, l'équilibre financier de la salle a été largement mis à mal. Une saison compliquée pour toute l'équipe qui a à cœur de faire revivre ce lieu. Nous, pour savoir qu'on a fait du bon boulot, c'est de voir le public chanter, crier, danser. Et là, en fait, on n'a pas ce remerciement et c'est assez compliqué, moralement. Mais ce vendredi, les premiers applaudissements devraient bel et bien réchauffer la salle et redonner de l'élan à ceux qui la font vivre. Voilà, tout à fait autre chose dans l'actualité. Octobre Rose, c'est le mois et le nom donné pour sensibiliser les femmes au cancer du sein. On va se rendre au CHU d'Amiens maintenant, où un nouvel appareil de mammographie a vu le jour et de très nombreuses patientes sont venues l'essayer. Gratuitement d'ailleurs, vous allez le voir, Adélaïde Bollard pour la chaîne WEO TV s'est rendue sur place. À 64 ans, Marie-Christine a vaincu son cancer du sein. Opérée en 2005, elle est aujourd'hui en rémission. Ce jour, elle se rend au service d'imagerie de la femme du CHU d'Amiens-Picardie pour effectuer sa mammographie de contrôle annuel. Et pour elle, réaliser cet examen est important même si on n'a aucun symptôme. Ce qui est pas bien dans la maladie, c'est qu'on n'a pas mal. On ne sait pas, mais il est là. Si on ne se fait pas dépister et puis qu'on s'en rend compte qu'il est trop tard, c'est notre faute à nous. Là, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour se soigner. Il faut se soigner. La mammographie doit être un rendez-vous incontournable dans la vie d'une femme. Je vais comprimer. L'examen en lui-même n'est pas très agréable, mais les matériels évoluent pour limiter l'inconfort. Ce nouveau mammographe, par exemple, utilise la même technologie d'imagerie que le scanner, la tomosynthèse, qui permet de faire des coupes virtuelles du sein pour pouvoir en visualiser toutes les couches précisément. Ça nous évite parfois en fait, de faire des clichés complémentaires et de revenir en salle et de dire à la patiente eh bien voilà, il faut refaire d'autres clichés. Et ça génère un stress supplémentaire. La compression de toute façon reste la même. Cet appareil est utilisé dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein mis en place pour Octobre Rose. Et le but de l'opération est de pouvoir détecter le plus tôt possible un cancer pour le traiter au mieux. Le cancer du sein se traite bien
Plus c'est avancé, plus c'est compliqué, plus les traitements doivent être agressifs. Et on essaye avec le sein d'avoir le traitement le plus adapté au stade, c'est-à-dire à la taille, à la gravité, et plus tellement de traiter tout le monde très agressivement. Aujourd'hui, on meurt encore du cancer du sein, c'est pour ça qu'on essaye avec le dépistage de les découvrir au stade le plus précoce possible. Il est donc important de continuer à encourager le dépistage auprès de tous les publics et surtout pour les femmes de plus de 50 ans. Pour elles, 2 journées de dépistage gratuits et sans rendez-vous sont organisées les 16 et 26 octobre prochains au CHU Amiens-Picardie. Voilà, après ce reportage de WEO, la chaîne de la Voix du Nord, eh bien une bonne nouvelle dans le domaine de la santé toujours, le nombre de fumeurs baisse en France. Une bonne nouvelle pour nous tous, mais une mauvaise nouvelle pour les buralistes qui doivent absolument transformer leur offre pour survivre. Un grand plan de transformation d'ailleurs est engagé par la profession qui métamorphose ses enseignes en proposant de nouveaux services. Exemple, vous allez le voir à Épinal, où les équipes de Via Vosges ont suivi le président national de la Confédération des buralistes en visite sur le terrain. Regardez. Avec les petits pendentifs aussi, c'est super joli. J'ai vu les petits bonnets là avec les pompons très jolis. Donc du coup, j'ai regardé, j'ai commencé à fouiner. Et puis non, je ne m'attendais pas du tout dans un bureau de tabac pouvoir acheter des habits. Certes, le tabac reste un produit d'appel, suivi des jeux, des articles de vapotage et de la presse, mais avec des ventes de cigarettes en baisse et pour retenir la clientèle, les buralistes ont dû s'adapter aux nouveaux modes de consommation avec plaisir pour cette commerçante spinalienne qui propose dans sa boutique une offre de services marchands et publics digne d'une liste à l'après-vert. Donc on a les paiements de proximité, on a les PVA, on a tout ce qui est cadeau, on a de la meublotterie, de la maroquinerie, de la décoration, on a des habits. Vous pouvez trouver des boissons, vous pouvez trouver un petit coupe-faim s'il y a besoin, de la téléphonie. Et l'on ajoutera également la possibilité d'ouvrir un compte, d'obtenir RIB et carte bancaire en quelques minutes. Pour le président national de la Confédération des buralistes, en visite dans le département samedi dernier, l'histoire est en marche. Il y a quelques années, le bureau de tabac ne vendait que de la gitane brune, de la maïs, du petit gris. Est arrivée la cigarette blonde, est arrivée d'autres marques. Et voilà comment une profession évolue, et souvent au détriment du buraliste. Et là, l'enjeu, c'est que ce soit les buralistes qui créent l'histoire. Et même si le confinement a bénéficié aux buralistes français, ils se battent toujours contre la concurrence frontalière. Mais pour leur président, la priorité, c'est le déploiement du plan de transformation négocié avec l'État en 2017, opérationnel jusque fin 2021 et abondé de 80 millions d'euros. L'enveloppe maximale est de 33 000 euros par point de vente, sachant qu'il y a 30% globalement de prise en charge sur une rénovation totale, quels que soient les éléments. Et la modernisation va de pair avec une nouvelle carotte, cet emblème célèbre obligatoire au fronton des bureaux de tabac et pourquoi pas à la boutonnière des commerçants qui le souhaitent. On a choisi de ne plus indiquer le mot tabac. Par contre, on a le petit rappel bleu, blanc, rouge, puisqu'on est aussi commerçant, service public complet pratiquement maintenant. Selon la présidente de la Chambre syndicale vosgienne, les bureaux de tabac sont souvent les derniers commerces de proximité dans un quartier ou un village. L'activité, selon elle, se maintient dans les Vosges, avec 158 points de vente, un peu plus de 24 000 en France. Voilà, c'est nouveau dans le Grand JT des territoires. Nous allons nous intéresser chaque semaine à une entreprise innovante qui fait bouger l'économie des territoires. Bonjour Michel Picot, vous présentez le Business Club de France des entrepreneurs, une émission diffusée sur les télés locales de France. Et vous vous intéressez donc à l'économie des territoires. Vous donnez la parole à ces dirigeants d'entreprises, ceux qui dirigent des PME, des start-up qui font bouger l'économie. Alors cette semaine, ils sont acteurs de notre relance économique. Michel, qui avez-vous choisi ? Merci de nous accueillir dans le grand JT des territoires. Nous partons à Metz pour découvrir Trésorio. La start-up propose des services informatiques de stockage notamment. Elle utilise donc des data centers, ces espaces bardés d'ordinateurs de calcul qui chauffent beaucoup. Il faut donc les climatiser. Ils ont donc inventé la première chaudière numérique ou l'art de récupérer la chaleur de ces ordinateurs tout en les refroidissant. Et cette chaleur se transforme ensuite en eau chaude pour en faire un chauffage vert. Je vous propose d'écouter Jonathan Klein dans le reportage de Via Moselle. C'est un serveur informatique haute performance dans lequel on vient poser, donc remplacer les systèmes de refroidissement par ces blocs de cuivre. On a un circuit à l'intérieur qui permet de faire voyager l'eau directement là où sont les puces. Elle refroidit les puces et elle ressort plus chaude.
Et comme ces ordinateurs dans les data centers ne s'arrêtent jamais, l'eau est toujours disponible à 60 degrés. Voilà une solution qui existe. Des hôpitaux font déjà confiance au chauffage vert inventé par cette start-up. Et ce n'est qu'un début. Voilà, merci Michel Picot. Nous vous retrouvons chaque semaine pour nous montrer ceux qui font bouger la France, ceux qui ont la niaque, ceux qui sont les acteurs de notre relance économique. Voilà, nous partons en Isère maintenant dans le grand JT des territoires, car la ville de Grenoble a été choisie par l'Union européenne pour devenir la capitale verte européenne en 2022. Vous le savez certainement d'ailleurs, le maire de la ville est un écologiste, réélu aux dernières élections. C'est d'ailleurs la deuxième ville française après Nantes en 2013 à avoir été élue, un titre prestigieux, mais pas que. Toutes les explications avec ce reportage signé par nos confrères de TV Grenoble sur place. Regardez. Capitale verte européenne 2022, cela fait maintenant plusieurs années que la ville de Grenoble visait cet objectif. Sur les 18 candidatures, le jury de la Commission européenne avait choisi 4 finalistes au printemps 2020, Turin, Tallinn, Dijon et Grenoble. Chaque année depuis 2008, elle décerne ce prix à des villes engageant des mesures dites exemplaires en matière d'environnement et de développement durable. Une véritable reconnaissance pour le premier maire écologiste de France d'une ville de plus de 100 000 habitants. Ce qui est sûr, c'est que ça fait plaisir. Nous sommes la deuxième ville seulement, après Stockholm, à gagner dès notre première candidature. D'habitude, il y a 2-3 candidatures avant de gagner, souvent 3. Et là, nous gagnons dès la première fois. C'est aussi la reconnaissance effectivement d'un engagement, d'une cohérence, d'un courage politique. Et c'est vrai que dans ces phases où on est un peu turbulé, chahuté, où parfois les résultats de ces élections ne se retrouvent pas forcément dans les éléments de gouvernance parce qu'on a parfois des situations politiques compliquées qu'il faut accepter, et ça donne du cœur à l'ouvrage. Ouais. Pour départager les villes candidates, la Commission européenne se base sur 12 indicateurs. Parmi eux, la qualité de l'air, de l'eau, la gestion des déchets, les mobilités, la gouvernance ou encore leur capacité à s'adapter et à atténuer le changement climatique. Grenoble avait alors obtenu les meilleurs scores, première ou deuxième position sur les 11 critères. Ça peut à la fois nous permettre d'être fiers, mais finalement de regarder l'avenir avec ambition et de se dire comment on amplifie ces transitions, comment on va plus loin. Comment on y va plus rapidement, comment on y va surtout avec tout le monde, en prenant ces contributions de tout le monde. Donc c'est un beau moment, on aura un an, une grosse année pour préparer cela, et après pour accueillir toute l'Europe ici, pour nous inspirer aussi de ce qu'ils vont venir nous porter comme message. Grenoble succédera à son homologue finlandaise Lahti qui deviendra en janvier 2021 capitale verte européenne. Avec ce titre, la capitale des Alpes a également reçu 350 000 € pour mettre en œuvre ses projets. Nous allons revenir maintenant sur ce grand débat qui naît un peu partout en France à propos de l'installation de la 5G. Nous partons pour Nantes, la capitale de la Loire-Atlantique. Les opérateurs de téléphonie testent la 5G sur place. L'occasion pour nous de mieux comprendre cette nouvelle technologie. C'est un reportage signé des équipes de TV Nantes sur place. Regardez. Ces antennes sont presque invisibles et pourtant, elles sont partout autour de nous. En face d'un centre commercial, sur un immeuble d'habitation, derrière, une maison. Elles abritent désormais la 5G, en plus de sa prédécesseur, la 4G. Au total, 40 antennes nouvelle génération sont déjà actives à Nantes et son agglomération. Objectif affiché par les opérateurs, aller toujours plus vite. On est à 606 mégabits en débit descendant, donc c'est le débit qui sert quand vous téléchargez quelque chose par exemple. À titre de comparaison avec la 4G, je suis à 146 mégas. C'est un des premiers enjeux de la 5G, apporter plus de débit. Mais le deuxième, qui est largement aussi important, c'est d'absorber globalement l'ensemble du trafic data mobile, puisque dans toutes les grandes agglomérations, les études montrent que d'ici 2 ans, le réseau 4G va saturer. Autre argument massu des opérateurs, la 5G, c'est vert. La 5G par rapport à la 4G, ça consomme, dans l'expérimentation qu'on fait à Nantes aujourd'hui, ça consomme 2 fois moins d'énergie par gigaoctet. Donc quand il y a une utilisation aujourd'hui pendant 1 minute d'un utilisateur, avec la 5G, on consomme déjà 2 fois moins. On consommera 10 fois moins à l'horizon 2025 et 30 fois moins à la fin de la décennie. Pas convaincant pour ces militants anti-5G qui se réunissent régulièrement à Nantes. Les industriels n'ont qu'un objectif, augmenter leur capacité de production, augmenter le nombre d'objets à vendre. Ce qu'on demande, c'est un débat.
un débat citoyen contradictoire. On entend quand même M. Jacobs nous dire que ça va faciliter la transition écologique, que ça va nous faire gagner 30% d'énergie. Et il y a tout de même un grand nombre d'experts qui ne le pensent pas du tout. À Nantes, la maire semble hésiter sur la 5G. Elle a demandé un moratoire et pointe du doigt la précipitation du gouvernement qui a attribué les fréquences aux opérateurs avant même l'évaluation des risques sanitaires. Pour l'instant, le gouvernement veut accorder les ondes aux opérateurs au mois de septembre, alors que le rapport sur la santé doit être mis au mois de janvier. Je crois que les choses sont faites dans le mauvais sens. D'abord les informations et ensuite les décisions. En tout cas, à Nantes, c'est comme ça que nous allons procéder. Orange, de son côté, se dit prête à contribuer au débat, mais se plaît à rappeler que la métropole n'a pas voix au chapitre juridiquement. Et bien voici maintenant un concept qui cartonne, une braderie gratuite. Ça se passe au Mans, son nom, la Graffiteria, où chacun donne et prend ce qu'il veut. L'association d'ailleurs Ekwana, qui prône le no-déchet, n'en revient pas de ce succès rencontré. Le week-end dernier, une foule attendait à l'ouverture du local. Diane Lemoisson, pour Via LMTV Sarthe, faisait partie des gens qui attendaient. Regardez. Depuis l'ouverture du local ce matin, la Gratiféria ne désemplit pas. Honnêtement, c'est la première fois qu'il y a autant de monde. Il y a eu beaucoup de relais presse, mais aussi, il fait beau et puis ça commence à diffuser le message. Et non, ce matin, il y avait 50 personnes devant la porte qui attendaient. C'était la folie, quoi. Ouais. Ici, chacun donne et prend ce qu'il veut. C'est de l'économie circulaire et le choix est varié. Quelques affaires diverses, de tous ordres. C'est pas que pour moi. Des livres, des choses à pâtisserie, oui, j'en recherchais. Et des vêtements, un petit peu aussi. Donc je trouve ça bien pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens, comme moi par exemple. Au lieu d'acheter ça à prix d'or en magasin, là c'est gratuit. Donc ça donne une seconde vie pour quelqu'un d'autre. À la porte, Anaïs explique et réexplique encore le principe. C'est que le concept de gratuité n'est pas répandu et nombreux sont ceux qui ne comprennent tout simplement pas. Ouais, c'est une bonne idée, mais je vois pas l'intérêt. C'est quoi? C'est un genre de secours. C'est pas le secours catholique, c'est une organisation qui distribue bénévolement. Oui. On n'a pas l'habitude de la gratuité. On a l'habitude de l'échange d'argent, mais pas de la gratuité. Donc les gens n'osent pas trop prendre, ils ont l'impression un peu de voler. Mais non, l'idée, c'est que tout est gratuit, vraiment. En fait, il y a énormément de dons, mais il y a aussi des gens qui repartent avec des sacs entiers. Donc en fait, ça tourne toute la journée. Un travail bénévole pour la fondatrice d'Ekwana qui n'en retire aucun bénéfice. Les restes de cette gratiféria seront dispatchés auprès de plusieurs associations ou resserviront lors d'une prochaine gratiféria. Elle sera courant novembre. Information sur la page Facebook d'Ekwana. Tout à fait autre chose maintenant, direction la Bretagne, avec la pêche à la coquille Saint-Jacques. C'est l'ouverture de la saison. Comment la pêche-t-on dans le fleuve de la Rance? Eh bien, on plonge pour la récupérer. C'est ce qu'ont fait les équipes de TVR, nos correspondants à Rennes. Regardez. Ce midi, la pêche a été plutôt bonne pour ces deux plongeurs. Après 3 heures passées sous l'eau, ils reviennent à quai avec 200 kg de coquilles Saint-Jacques. Tailles et qualités sont au rendez-vous pour ces mollusques pondus il y a 2 ans. Donc on se retrouve avec un stock qui est plutôt conséquent, sachant que ce stock-là, en taille moyenne, c'est des coquilles Saint-Jacques qui doivent être entre 10 et 11 cm. Nous, on travaille des coquilles un petit peu au-dessus, donc pour nous, ça ne va pas changer grand-chose, qu'il y ait beaucoup plus de volume cette année. Car ici, c'est à la main que les plongeurs ramassent les coquilles, un travail de longue haleine qui peut être aussi compromis par les conditions climatiques. Des fois, c'est un peu plus compliqué de faire le quota, ça dépend des conditions de temps. Et aussi de la turbidité, enfin de la couleur de l'eau. Quand l'eau est trop sale, quand il y a beaucoup de particules en suspension, c'est beaucoup plus difficile de pêcher, voire c'est même impossible dans certains cas. Parce qu'on ne voit pas, et c'est vrai que nous, notre premier outil, c'est nos yeux. Dans ce gisement du fleuve, la pêche est ouverte uniquement du lundi au vendredi. Il faudra attendre début décembre pour l'ouverture des récoltes en pleine mer. Voilà, et puis signalons cette semaine le magazine Le Point et son édition spéciale Lyon, toujours dirigée par Jérôme Cordelier. Regardez cette une, Lyon, on arrête avec les bêtises, point d'interrogation. De nombreux sujets sont abordés dans cette édition spéciale. Le cri d'alarme des indépendants dans le domaine culturel. Vélorussion également, c'est un sujet prioritaire à Lyon. La politique de transport fait déjà des mécontents avec la chasse à la voiture qui est ouverte. Et puis l'insécurité avec le grand ras-le-bol des Lyonnais.
Le nouveau maire Grégory Doucet, élu aux dernières élections, est très attendu sur ce sujet sensible. Voilà, la une du magazine Le Point Spécial Lyon avec ce titre évocateur « On arrête les bêtises ?» point d'interrogation. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis sur l'ensemble des télévisions locales de France et sur TV5 Monde. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous et bon courage.